Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au morning meeting de 11 heures. Vincent Gann pour vous retrouver en ce vendredi 27 mars 2015 qui n'est pas la dernière session du mois. La clôture mensuelle c'est mardi prochain, alors voilà, ne vous précipitez pas forcément encore sur vos graphiques de long terme et sur les chandeliers japonais mensuels, c'est probablement trop tôt. Je vais revenir ce matin sur la dynamique du dollar américain, qui certes s'est globalement stabilisé depuis la conférence de presse de Madame Yellen le mercredi 18 mars, mais qui tend depuis hier à tenir ce fameux support identifié sur le FXM Dow Jones Dollar Index à 11 886, capant finalement un certain nombre de paires en dollars majeurs, euro-dollar sous indice 50, NZD-USD sous 0,77 résistance hebdomadaire, GBP-USD sous les 1,50 $ ou encore AUD-USD sous les 0,79 $. Ce sont des seuils que nous avions relevés en tant que résistance et en face de ça, il y avait donc ce niveau de support sur USD dollar index. Je vais revenir sur ces éléments-là, on va revenir aussi sur la dynamique des actions zone européenne, les principaux indices boursiers américains. Je vous rappelle qu'en effet, cet après-midi, il n'y a ni Wall Street Insider, ni rapport hebdomadaire Ishimoku. Le rapport hebdomadaire Ishimoku a d'ailleurs été organisé hier en prévision de notre participation aujourd'hui au salon de l'analyse technique avec notamment donc un débat FX tout à l'heure aux alentours de 13h30 avec notre analyste Adriane Raymond au salon de l'analyse technique. C'est Métro Concorde si cela vous dit de venir nous rencontrer. Je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal, négocié sur marge sur le marché des devises où il y a des produits CFD comportent un risque élevé et ne peut être recommandé à tout investisseur. Alors que penser des marchés actions en Europe? Ça relance hier au-dessus des moyennes mobiles à 20 jours. Va-t-on aller vers les récents sommets? Pour le moment, l'analyse technique permet plutôt de répondre oui. Que penser de l'euro-dollar qui a finalement rebasculé sous la Kijun D1, élément qui avait déjà été connu depuis le printemps dernier et qui derrière se traduit par une reprise de la tendance baissière? C'est ce qui se passe sur ces marchés actions. L'Eurocad m'intéressait hier énormément pour une stratégie de vente dans le sens de la tendance sous les 1,3750, cassure des 1,3633, le marché des rails. Nous sommes ici face à un cas d'école d'analyse technique. Je vais revenir dessus sans oublier le GBP-AUD et d'autres, le WTI, les métaux précieux, etc. En ce qui concerne les fondamentaux, aujourd'hui, dernière estimation du niveau de l'activité économique aux États-Unis au quatrième trimestre à 13h30 CET, 13h30 heure de Paris. Soyez attentifs. Ce week-end, vous le savez probablement, la France passe à l'heure d'été. Les États-Unis ont basculé à l'heure d'été au début du mois de mars. Cette semaine, dans la nuit de samedi à dimanche, la France bascule à l'heure d'été. Nous retrouvons dès lundi prochain les heures habituelles d'ouverture des marchés actions US. En clair, à partir de lundi, Wall Street ouvre à nouveau à 15h30, heure de Paris. Et donc nous allons reprogrammer l'émission Wall Street Insider à 15h15 comme d'habitude, sauf vendredi prochain à 14h15 puisque c'est le fameux rapport NFP, le rapport NFP que le marché attend avec grande impatience et il se positionne déjà à nouveau à l'achat sur le dollar américain. Qu'est-ce qui finalement met l'euro-dollar sous pression? Et je vous épargne davantage d'introduction fondamentale. Hier, Eurosystem, Banque Centrale Européenne, a fait un rapport sur une courbe dont nous vous avons déjà parlé en ce qui concerne le dollar américain, la courbe de la liquidité excédentaire sur le marché monétaire au sein de la zone euro. Cette courbe de la liquidité excédentaire diminue sur la zone dollar, ce qui se traduit par une raréfaction du dollar américain et forcément l'appréciation de son prix. C'est rigoureusement le contraire pour la zone euro, avec une conjugaison de programmes monétaires et le dernier en date étant le PSPP ou programme de quantitative easing, qui crée une inflexion haussière sur la courbe de la liquidité excédentaire sur le marché monétaire au sein de la zone euro. La disponibilité, l'offre d'euros est de plus en plus abondante, ce qui se traduit forcément par une diminution de sa rareté et une diminution de son prix. C'est tout simplement la loi de l'offre et de la demande qui s'applique à tous les prix sur les marchés. Mécaniquement, euro-dollar réengage sa tendance baissière, avec hier, en début de semaine, une tentative de montée sur l'euro-dollar, avec des cours qui ont tenté ici de déborder les indices et la Kijun D1, mais j'avais relevé le fait que par le passé, à chaque fois que les cours avaient débordé la Kijun D1 et qu'ils temporisaient, comme ici en octobre 2014, ici on la casse et on n'accélère pas, ici encore on tente, on n'accélère pas, eh bien on tente, on n'accélère pas, on réintègre, et à chaque fois qu'on réintègre, ça coule,
ça coule et ça coule. Donc concrètement, euro-dollar réengage sa dynamique baissière. Reste que désormais sur le court terme, il y a ici un nouveau support que le marché teste à 1,0820. Si le marché rebascule sous les 1,0820, nous pourrions cet après-midi revoir les 1,07 et les 1,07 et les 1,0680 si nous avions un chiffre final du niveau de l'activité économique aux États-Unis satisfaisant au 4e trimestre. Voilà donc ce qui exerce à nouveau une pression baissière sur le cross euro-dollar. Explosion donc de la liquidité excédentaire du côté de l'euro, poursuite de la raréfaction de la liquidité excédentaire en zone dollar. Le taux de change euro-dollar casse des supports. Le risque cet après-midi est une cassure des 1,0820 et de voir à nouveau le taux de change rejoindre les 1,07 et 1,0680 dollars qui correspond ici à ce niveau de prix horizontal. Mais il y avait une autre paire de devises qui permettait de voir venir ce piège, je dirais, positif sur l'euro-dollar au-dessus des indices, c'est le NZD USD. Alors celui-là, c'est un baromètre sur lequel nous avons énormément insisté. Vous rappelons que certes, le marché avait franchi 0,76, mais restait bien capé par les 0,77 dollars, résistance horizontale d'horizon de temps supérieur, car provenant des chandeliers japonais ou de quelconque représentation graphique sur l'horizon temps hebdomadaire. Le NZD USD rejette donc sous les 0,77, réintègre les 0,76, le risque sur le NZD USD là aussi de retomber en direction des 0,74, 0,7450. Le GBP USD reste en position sous les 1,50 dollars et reste de toute façon sous pression des nouvelles perspectives de politique monétaire établies par la Banque d'Angleterre. Quant au AUD USD, il reste bien couvert par la résistance horizontale des 0,7912 qui n'a jamais été débordé en cours de clôture. Je vous rappelle que lorsque vous étudiez un chandelier japonais ici et qu'il a cette structure positive, le cours de clôture est représenté par la partie supérieure du corps du chandelier. Et en l'état, cette résistance ici à 0,7912 n'a jamais été franchie par le cours de clôture ici de l'AUD USD. En clair, l'ensemble des paires en dollars ayant en tout cas en contrepartie USD sont sous pression de la reprise sur le court terme de la dynamique positive de l'US Dollar Index, ici représenté par justement notre indice FXCM Dow Jones US Dollar Index, avec un signal positif qui consiste avec le rebond ici sur 11 886 et la cassure de la résistance des 11 960, nous pourrions avoir cet après-midi, si les chiffres du produit intérieur brut aux États-Unis au 4e trimestre en dernière estimation ne sont pas décevants, la possibilité de voir l'US dollar accélérer et de rejoindre, disons, les 12 000 points ici, même au-delà, je dirais les 12 050 points, ce qui ramènerait mécaniquement le cross euro-dollar en direction des 1,07 dollars. En bref et en vrac, sur les autres paires de devises, une paire de devises qui m'intéressait hautement et dont j'ai énormément parlé hier, le cross EuroCAD, jambe de baisse, reprise en drapeau, maintien des cours sous la puissante résistance horizontale comprise entre 1,3750 et 1,38 dollars, signal de vente donné ici à la cassure des 1,3633, résolution baissière d'une structure en drapeau descendant, signal de vente, target 1,3470, 1,34 dollars canadiens. Le CAD se reprend, le prix de l'énergie se renforce. Vous avez un article sur notre site qui revient sur un certain nombre d'éléments. Et puis bien sûr, à plus court terme, cette alliance entre un certain nombre de pays du Moyen-Orient pour neutraliser une situation délicate au Yémen. Voilà qui en tout cas, relativement aux tensions avec l'Iran, crée une appréciation du prix du pétrole, ce qui profite au dollar canadien, remettant l'EuroCAD sous pression. Je vous rappelle qu'hier, Eurosystem a rappelé que les perspectives de la courbe de la liquidité excédentaire au sein de la zone euro étaient fermement haussières. C'est le contraire avec la zone dollar, l'euro est donc sous pression. En tout cas, l'EuroCAD, c'était vraiment, au-delà des éléments fondamentaux, vraiment un trade technique. Pullback 1,3750, reprise technique au sein d'un drapeau, on en sort par le bas à la cassure des 1,3633. Voilà, c'était que de l'analyse technique et je pense que là l'EuroCAD peut tout à fait revenir sur le très court terme en direction des 1,3470 avec désormais pour le money management qui est à votre discrétion, je vous rappelle, situé donc au-dessus de la première résistance qui s'établit à 1,3630 dollars canadiens. Alors pour le FX, concrètement, je viens de balayer les paires majeures. Je n'oublie pas le GBP AUD. D'ailleurs, je pense que le GBP AUD est peut-être en train de donner un signal.
Le GBP/AUD me plaît énormément depuis le début de la semaine. Je vous ai proposé une alerte de marché mettant en avant le niveau de prix des 1,89 avec le passage d'une ligne de tendance haussière. Le GBP/AUD est peut-être en train de nous refaire la même ici qu'en janvier 2015 avec cette baisse surprise du taux d'intérêt de la Banque centrale d'Australie. Le GBP/AUD pourrait, s'il débordait aujourd'hui les 1,90-70, eh bien reprendre sa marche en avant ici en direction des 1,94. J'aime beaucoup ici la structure technique du GBP/AUD. L'idée c'est d'exploiter cette phase de temporisation entre l'oblique haussière et cette oblique de résistance qui attrape les sommets pour se positionner et envisager ici une explosion. Bon, je vous parle du GBP/AUD depuis le début de la semaine. Vous êtes désormais hors timing, puisque près de 200 pips au-dessus du support des 1,89, mais quand bien même, nous pouvons peut-être encore revenir travailler cette zone ici des 1,89,50 pour se placer long ici, dans le sens de la tendance, au-dessus de cette ligne de tendance haussière qui détermine le mouvement haussier primaire. Le CAC 40, lorsque vous étudiez hier les chandeliers japonais, structure en marteau, c'est une configuration en une bougie japonaise, c'est une configuration haussière, d'autant plus qu'elle s'est réalisée au-dessus de la moyenne mobile simple à 20 jours. Je pense aussi que le DAX prépare une structure de reprise de la tendance haussière de fond. Je pense qu'il s'agit potentiellement ici d'un flag, d'un drapeau haussier. Ce qui me plaît, c'est d'avoir un wedge, un biseau descendant sur le RSI H4 et d'avoir en même temps sur les prix un flag. Ce qui milite finalement en faveur d'un redémarrage en direction des 12 200 points. Mais si derrière on brise les 12 200 points, voire 12 500, 13 000, etc., etc. Donc de nouveaux sommets historiques sur le marché action de Francfort. En tout cas, sur le court terme, nous avons désormais un premier support ici sur le DAX qui s'établit à 11 795 points. Et nous retrouvons finalement ce support sur l'indice CAC 40 à 5000 points d'ailleurs. Le marché a effectué il y a quelques minutes un nouveau pullback sur 5000 points permettant de se placer et d'envisager derrière un ralliement des 5100 points des récents sommets historiques. Voilà pour le moment donc ce que j'envisage sur ce marché du CAC 40. Lorsqu'on fait une bougie japonaise comme ça qui est positive, il ne faut pas forcément s'enflammer, ce qui compte c'est la clôture du jour. Il est impératif pour pouvoir défendre une reprise de la tendance haussière de fond d'avoir ce soir une clôture positive. C'est ça l'approche en chandelier japonais, on fait une configuration positive, elle doit être confirmée par la séance d'après et ensuite on est tranquille une semaine. Voilà. Donc les choses se passent comme cela, mais j'ai tendance finalement à quand même être positif et à anticiper, eu égard notamment à cette dynamique du DAX. J'aime bien le fait que le DAX ici ait tenu cette ligne de tendance haussière, qu'on ait cette configuration ici en drapeau, qu'on ait ce wedge ici en H4 sur le DAX. J'ai quand même le sentiment que ça peut sacrément relancer en direction des récents sommets historiques. À cela s'ajoute cet indice qui a eu de retard et qui le rattrape, à savoir le marché action de Madrid, la bourse d'Espagne, avec la cassure. Nous avons beaucoup parlé de ce marché la semaine dernière, des sommets de 2014 à 11 240 points. Un pullback hier qui a été réalisé, on s'est approché de 30 points du support, ça relance. Clairement, l'IBEX fait partie de ces marchés pour lesquels on peut viser 12 500 points cette année, voire peut-être même 14 000 points. Et je pense que tous les retours sur le premier support ici qui s'établit à 11 240 points est clairement une opportunité pour se placer dans le sens de la tendance. Donc l'IBEX a relancé, le DAX c'est propre, le CAC c'est propre au-dessus des 5100 points. Et d'ailleurs, le CAC, je pense, vient simplement d'effectuer un pullback sur 5100 points. Il y a vraiment du potentiel pour relancer ici dans le sens de la tendance haussière sur le DAX. Le Bund, pas grand chose à dire, la dynamique s'est complètement neutralisée, mais cependant j'éviterai les stratégies de vente eu égard au programme de quantitative easing PSPP de la Banque Centrale Européenne. Alors, pour moi c'est bon, j'ai pas forcément envie de vous parler d'autres marchés, j'ai évoqué les paires majeures, je pense qu'il y a suffisamment de dynamique à attraper et je pense que vous avez la possibilité de vous concentrer notamment sur le CAC, le DAX ici pour envisager de nouveaux plus hauts ou sur le risque de voir cet après-midi l'euro-dollar casser les 1,08 et retomber en direction des 1,07 et des 1,0680. Pour cela il faut forcément un chiffre, la dernière estimation du produit intérieur brut des États-Unis qui ne déçoivent pas. Le consensus s'établit à 2,2%. Voilà, donc forcément si on a mieux, ou pas moins bien en tout cas,
ça relancera la dynamique d'appréciation du dollar US. Surveillez donc le GBP-AUD et la possibilité de voir une cassure de la résistance des 1,90-70 pour confirmer mon anticipation que le GBP-AUD aurait fait un point bas. L'Eurocad est vraiment une bonne stratégie de vente depuis la cassure des 1,3630 et le maintien des cours sous la résistance des 1,3750. Et le CAC, je suis depuis le chandelier d'hier bullish et je pense qu'on peut revenir sur les sommets historiques. Voilà. Allez, vos premières questions. Alors, première question de la part de Yellen from her desk. Ok. Rebond des paires en dollars actuels, vendre sur rebond. Alors, le signal de vente sur l'euro-dollar a été donné hier. Je vous avais expliqué hier que la moindre clôture intraday sous la Kijun D1 était, comme par le passé, un signal finalement de piège au-dessus des indices et de réengagement de la tendance baissière. La clôture a eu lieu ici, regardez. Donc le signal de vente, c'était là, à 1,0920. Et depuis, on a perdu 100 pips. Désormais, se forme ici une première résistance à 1,0890. Je pense qu'en effet, on peut considérer les 1,0890 comme étant la première résistance pour adopter donc ici une stratégie de vente dans le sens de la tendance. Cet après-midi, 13h30, 14h55, ce soir à 20h45 heure de Paris, un discours de Madame Janet Yellen. Dans tous les cas, le risque est à des cassures de support sur l'eurodoll. Sur le très court terme, je dirais que maintenant, on s'est neutralisé entre 1,08 et 1,0890. Mais honnêtement, le fait d'avoir vu l'eurodoll rebasculer ici sous la Kijun D1, je pense que clairement le risque est que la dynamique de fond reparte à la baisse. Enfin voilà, sans difficulté, je pense que là, je prends pas trop de risques. Ensuite, on peut étudier l'USD CAD et l'USD Yen. L'USD CAD tient son support à 1,2380, c'est le support majeur depuis le 3 février 2015. On a peut-être en plus une situation de divergence qui se matérialise. Nous pourrions envisager... Mais l'USD CAD ne m'intéresse pas tant que ça parce que je pense que ça peut rester longtemps un range entre 1,2380 et 1,28. Non, ce qui me plaît, moi, c'est l'Eurocad. L'Eurocad me plaît beaucoup parce que je pense que ça permet justement de profiter de ces tensions haussières actuelles sur le prix du brut. Le prix du pétrole, je n'anticipe pas forcément une explosion haussière, mais je pense qu'on va s'établir dans un range entre 44 $ et 54 $. Bon, par contre, sur les marchés actions de la zone euro, je suis résolument bullish et je pense que nous pouvons avoir cette année une performance annuelle de 50 ou 60%. Je ne suis pas effrayé par le fait qu'on ait fait 18% de hausse depuis le 1er janvier. Donc l'Eurocad. Vraiment l'Eurocad pour une stratégie de vente sous les... Mais c'était de toute façon c'est trop tard. Hein. Le signal c'était hier à la cassure du support. Voilà, on est 100 pips en dessous. On est dans le timing où on ne l'est pas. Alors, Yellen from her desk, le marché des rails. Alors, je ne sais pas de quel marché vous parlez, mais lorsque je regarde le CAC ou le DAX, j'ai plutôt l'impression qu'on reste plutôt bien sur les rails. C'est plutôt, on fait même plutôt des chandeliers intraday plutôt haussiers là sur le CAC et le DAX. Donc, j'aurais toujours tendance à dire qu'il y a une possibilité de voir les marchés actions de la zone euro retendre vers leur récent sommet. Y aura-t-il ce soir une forte volatilité avec le discours de Yellen? Elle ne sera pas forcément astronomique, déjà parce qu'elle a lieu après la session européenne, en fin de session US. Il y aura moins d'intervenants sur le marché. Bon. Bonjour l'aîné, bonjour de Prague. Eh bien bonjour. Eh bien d'ailleurs notre analyste Adrien Raymond est ce soir à Prague, cher l'aîné. Si ça vous intéresse. Par contre il ne donne pas de conférence, mais il sera probablement en train de visiter les monuments. Qu'est-ce qui s'est-il passé pour que le CAC chute à 4930? Rien de spécial, juste des prises de bénéfices et le rebond du taux de change euro-dollar. C'est tout simplement, à un moment ou à un autre, une hausse n'est jamais linéaire. Arrivent des phases de consolidation de 2 à 3% qui sont saines pour la construction du mouvement haussier. Donc voilà, il n'y a pas de souci, hein, c'était juste un pullback qui était assez propre. Sur le CAC, on ne voyait pas forcément de support à 4930. J'avoue, sur le CAC, c'était pas évident. Est-ce qu'on avait éventuellement un ratio de retracement?
Même pas. Franchement, sur le CAC, j'avais rien avec l'analyse technique qui me permettait de dire que 4930 serait un point bas. Par contre, sur le DAX, oui. Sur l'IBEX, oui. Et le DAX est quand même le marché action directeur. Je vous rappelle qu'en performance annuelle, la fameuse performance year to date, le taux de variation entre le cours du jour et le 1er janvier, le DAX gagne encore 21% depuis le début de l'année. C'est l'indice de la zone euro le plus performant. L'Eurostoxx 50 gagne 17%. Donc il y a quand même une surperformance de la bourse de Francfort. Bon, ça c'est simplement dû à sa composition, au fait que le DAX soit très pondéré en secteur automobile. Le secteur industriel zone européen est le secteur le plus performant depuis le début de l'année, et au sein du secteur industriel zone européen, le secteur automobile sort du lot. Pourquoi? Parce qu'il est aussi très sensible aux perspectives d'accélération de la consommation au sein de la zone euro. Alors, bonjour Fromerdesk, le CAC 40 gagne 17,60% depuis le 1er janvier. D'après vous, combien peut-il gagner cette année? Écoutez, moi je ne serais pas surpris que dans une année de quantitative easing où le marché anticipe une accélération des agrégats économiques au sein de la zone euro, on finisse à plus 40. Hein. On a déjà vu des années à 40% de hausse en Europe. En 2014, on a fait une année flat, une année 0. Pourquoi pas faire plus 40 cette année? Alors, que penser du FTSE, du marché action britannique? C'est une excellente question. On va repasser sur le FTSE. Alors, mon opinion est que le FTSE s'oriente vers des cassures haussières. Je pense que sur le FTSE, on peut viser 7700 points cette année. On a eu ici une tentative de cassure des sommets historiques à 6950. Moi, je vais vous montrer un chart de long terme. Ce qui m'intéresse, c'est la prochaine clôture mensuelle. La clôture mensuelle, c'est mardi prochain. Donc pour la suite des événements, et je vous rappelle qu'on clôt le trimestre, mardi c'est la fin du trimestre, et pour envisager un travail de prévision boursière sur le second trimestre 2015, il vous faut, si vous voulez, prendre un peu de hauteur et quitter vos graphiques intraday, même journaliers, et même le weekly n'est peut-être pas suffisant. Jetons un œil aux bougies mensuelles. Je regarde le FTSE en mensuel, j'ai des cassures haussières mensuelles. Et plutôt, j'ai presque même envie de dire qu'on a eu un chandelier mensuel qui était déjà très favorable en février 2015. Et au fond, le chandelier mensuel de mars, si on se maintient au-dessus, je dirais, des 6850 points, eh bien, je pense que le FTSE pourrait au second trimestre aller plus haut. Alors, forcément, j'ai davantage de conviction sur les indices de la zone euro, notamment l'IBEX, le MIB, mais voilà, au-dessus des 6700 points, je pense désormais qu'on a une possibilité de voir le FTSE bien monter. Alors ça c'est un graphique mensuel. Maintenant si je zoome sur les bougies intraday, voilà, je pense qu'on est en train de tester un support d'ailleurs sur le FTSE ici, un niveau de prix horizontal. On a retracé ici 61%, 50-61% de la dernière impulsion. J'attendrai en fait sur le RSI H4 qu'on soit survendu, résolument survendu. Donc je ne me précipiterai pas. Si on est survendu et qu'on commence quand même à tenir cette zone là, réenvisager à ce moment là une progression. Bon, c'est là aussi, c'est pas aussi propre que certains indices et notamment l'IBEX. Mais voilà, je pense qu'on peut aussi s'appuyer sur cette progression là et qu'il y a aussi une possibilité de voir ce marché redémarrer. La livre sterling est quand même globalement sous pression. Alors, y a-t-il un double top sur le DAX à 11 900 points? Non. Alors ça dépend sur quel horizon de temps vous êtes. Mais je préfère accorder ma confiance à cette ligne de tendance haussière, à cette structure chartiste, plutôt qu'à un double top sur des horizons de temps intraday qui ne sont que du bruit sur le marché. Que penser du GBP-CAD? C'est boule. Non, GBP-CAD, GBP-AUD avec Adrian, nous pensons que nous sommes proches d'un point bas. Mais je préfère le GBP-AUD, je dirais Adrian. Je suis pas sûr qu'il ait regardé. Mais le GBP-CAD tient un support ici à 1,8528
Le signal sera vraiment donné lorsqu'on cassera les 1,87, 1,8680, mais je pense que c'est quand même bien parti. Le GBP4 sur le court terme peut remonter en direction des 1,8680, 1,87, et si derrière on casse en effet les 1,86, 80, 87, on est reparti pour les récents tops. Le GBP4 en effet c'est pas mal, on est peut-être en train de former un creux, mais honnêtement je préfère le GBP AUD. Voilà, au-dessus des 1,89. Je pense que le GBP AUD commence à faire quelque chose qui est très similaire à ce qu'on avait fait ici entre le 20 et le 22 janvier. Nous y sommes, c'est presque, c'est pas loin de cette fois-ci d'être la bonne sur ces deux paires de devises. Ça a été laborieux, ça a pris du temps, mais je pense que nous sommes pas loin cette fois-ci de la bonne. Et notamment sur le GBP AUD. Alors c'est vrai que le GBP redémarre face à ces devises-là, et ce qui peut créer un peu gêner le marché de Londres, le marché action de Londres. Alors le SMI, son problème, c'est comme le marché action de Londres. La livre sterling a tendance à se stabiliser face à certaines devises, pas face au dollar. Le franc reste solide. En dépit, la semaine dernière, des nouvelles prises de parole de M. Thomas Jordan, rappelant qu'à tout moment, la Banque nationale suisse peut intervenir pour neutraliser l'appréciation du franc qui a significativement reprise depuis le 20 février 2015, et ce qui crée justement de la pression sur le marché action de Zurich. Alors le marché action zurichois, il est représenté sur notre plateforme par le CFD SUI 30 qui est ici. Je vais donc le charger. Mince, ma plateforme a coupé, elle se relance. Je la relance. Alors un instant, ça va revenir. Ça va revenir, ça va revenir. Alors, Martine nous rappelle que ce matin c'était la Kijun qui a soutenu le CAC. Alors probablement, hein, j'utilise pas forcément Ishimoku sur tous les horizons de temps, car je n'en suis pas un spécialiste, mais voilà. Vive la Kijun, j'ai envie de dire. Non, mais c'est probablement quelqu'un qui, même ne maîtrisant pas l'analyse technique, peut en effet regarder beaucoup avec l'indicateur technique Ishimoku. Alors, moi j'ai préféré, si vous voulez, l'approche en chandelier japonais, le beau marteau qu'on a fait hier. D'ailleurs, je vous ai proposé sur notre site un article court, hein, parce que je suis en train de préparer la présentation que je donnerai cet après-midi au salon de l'analyse technique. Mais voilà, voilà en l'état. Le chandelier D1 ici que vous avez la possibilité d'observer ici sur le CAC 40 standard. C'est une bougie japonaise qui a été proposée hier par le marché action parisien, permettant en fait d'anticiper une reprise en direction des 5080 points. Mais c'est vraiment important de confirmer aujourd'hui par une séance haussière cette configuration en chandelier japonais. Donc ça c'est important de le noter. Alors, ok, donc là il y a beaucoup de questions, donc je les poste, et Jérôme, c'est pour quand les actions sur la plateforme? Ça arrive, c'est avant l'été. Alors, question sur le pétrole, c'est parti. Alors, le pétrole, laissez-moi avant tout vous orienter vers un article que j'ai pris le temps de rédiger cette semaine. J'ai choisi un titre, les bonnes raisons techniques et fondamentales de défendre un range entre 44 $ et 54 $ au second trimestre 2015. Je vous invite à lire cet article parce qu'il revient justement sur des événements fondamentaux qui se neutralisent et qui laissent présager justement un marché de range sur cet actif. Un range trading, c'est, je dirais, intéressant justement pour des stratégies de marché qui peuvent être les vôtres. Ce range sur le WTI, selon moi, s'établit entre le niveau de prix des 44 $ et le niveau de prix des 54 $. On a eu un piège baissier sous les 44 $ ici, un piège baissier lors de la séance du 18 mars. Lorsqu'on fait un piège, on a un contre-pied derrière qui donne le point de départ d'une phase de tendance opposée à celle du piège. D'accord ? C'est ce qui s'est passé ici sur notre CFD avec un rallye entre 44 $ et 52 $. D'ailleurs, il s'agit ici d'une résistance, ici, à 52,40 $ sur notre CFD. On avait rompu ici une ligne de tendance. Il y a encore la possibilité de voir en fait un marché réaliser simplement un pullback. Donc, sur le très court terme, on forme maintenant un support ici à 50 $. Désormais,
le marché est dans une dynamique ici qui est neutre entre 50 et 52,40. Je pense que nous pouvons aussi essayer d'ajuster cette ligne de tendance. Il y a quand même, je dirais, une probabilité non négligeable qu'on revienne tester la partie haute du range eu égard aux tensions actuelles autour du Yémen, avec, je vous rappelle, l'Arabie Saoudite qui est au cœur d'une coalition pour lutter contre les éléments d'instabilité actuellement au Yémen. Mais cela n'empêche pas qu'au fond, le prix du pétrole n'est pas sorti de son range. Donc, au fond, pourquoi pas, avec les éléments géopolitiques actuels, aller chercher le niveau de prix des 54 $. La prévision boursière a des limites, c'est-à-dire qu'elle n'est jamais sûre à 100%. Mais j'ai envie de dire que tant qu'on tient les 50 $, on peut envisager que le pétrole soit en fait simplement en train d'effectuer un pullback et qu'il a la possibilité de relancer vers les 52,38 et les 54 $. Alors beaucoup de questions ce matin. Ai-je un avis sur l'euro GBP, l'euro yen, l'USD yen? Eh bien oui, j'ai des avis, donc je vais les partager. L'euro yen, c'était comme l'eurocad. Je vous expliquais hier que l'eurocad restait positionné sous les 1,3750 et que l'euro yen restait positionné sous la résistance des 131,75 JPY. Cassure ici d'un support à 130, c'est un signal de vente. L'euro yen est sous pression et peut en effet retendre vers les récents plus bas à l'image de l'eurocad. L'USD yen. L'USD yen a tenu son support des 118,30, donne ici un signal positif. Je pense qu'avec aujourd'hui un dollar US qui serait soutenu, avec par exemple un chiffre non décevant du PIB US, on peut revoir l'USD yen remonter en direction des 120, ce qui à ce moment-là se traduirait par un taux de change euro-dollar qui rebaisserait en direction des 1,07 $. Alors, Jérôme, le WTI a monté les contrats. Alors, je ne comprends pas votre question, Jérôme. Alors, déjà, je vous rappelle que nos contrats CFD sur le pétrole ont une date d'expiration. D'accord? Je vous invite, et vous êtes les traders, à connaître la date d'expiration des contrats CFD. Alors, je ne connais pas, moi, ces dates d'expiration, je suis analyste, vous êtes trader, cependant, je peux vous orienter vers les dates. Alors, ça c'est une chose à comprendre. Maintenant, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, juste bien reformuler votre question, Jérôme, que je comprenne bien exactement ce qui s'est passé. Si vous avez une difficulté par rapport à une position ouverte sur votre plateforme réelle, je vous invite à contacter votre service client. Nous avons la mesure d'étudier ce qui s'est passé sur votre compte et en cas de souci, de vous proposer un audit. Donc ça c'est une chose importante. Mais en l'état, n'ayant pas là les caractéristiques de votre trade, je ne suis pas en mesure de vous répondre. Par contre, je peux vous orienter vers le bon service. Alors, lorsque vous êtes sur notre plateforme, et notamment dans notre forum, tout en bas, vous avez une section Rollover, Dividende, Expiration et Heure de Trading. Ce ne sont pas tous nos CFD qui sont concernés par une date d'échéance. Notamment nos CFD sur indice ne le sont pas. Par contre, certains de nos CFD sur matières premières le sont. Vous avez ici une section Expiration sur CFD métaux, pétrole, gaz naturel et Bund. Si vous prenez notre CFD sur l'US Oil, vous avez ici l'expiration FXCM. Et la dernière fois donc que notre CFD US Oil a expiré, c'était le 18 mars. Vous êtes désormais tranquille jusqu'au 14 avril 2015. Ah oui, alors mon analyse sur le SMI, c'est parti. Alors, le SMI, j'aurais tendance à dire que c'est un peu comme le FTSE, mais bon, en moins propre. Le problème du SMI, c'est le renchérissement du franc sur le marché d'échange, et notamment face à la monnaie unique européenne. Il y a un support à 9000 points qui semble relancer le marché, c'est survendu, je pense qu'en effet on peut redémarrer. Donc, mon opinion est sur cet indice qu'au-dessus des 9000 points, il y a la possibilité de voir le SMI redémarrer en direction des 9290. Peut-on avoir des chandeliers 10 minutes? Vous avez ici toutes les représentations graphiques qui sont disponibles sur les différents horizons de temps. Donc dans ce petit onglet déroulant. Je vais dire juste une chose. Si vous positionnez ça, je suis pas certain, mais pourquoi ça ne marche pas?
Non, voilà, bon, vous pouvez passer sur du 30 minutes, du 15 minutes, du horaire, etc. etc. De rien pour le SMI, Jérôme. Ok, alors, j'ai répondu à l'ensemble de vos questions. Merci d'avoir été attentive et attentif. Cet après-midi, pas d'émission Wall Street Insider. Le rapport hebdomadaire en Ishimoku aura lieu lundi à 16 h. Je vous souhaite à toutes et à tous un bon week-end. J'espère pour certains, certaines et certains avoir la possibilité de vous rencontrer cet après-midi au salon de l'analyse technique. Je réalise notamment une présentation sur nos indicateurs de volume et je vais vous expliquer quelle est la différence entre le traditionnel volume par tick, le tick volume, qui finalement n'a aucune espèce d'importance et d'utilité. Par contre, les indicateurs de volume FXECM reposent sur le volume monétaire réel et je vais justement vous expliquer en quoi il peut être utile. Voilà, j'espère donc vous rencontrer cet après-midi et sinon à lundi pour le morning meeting sur dailyfx.fr.